Rebonjour pèlerins du web. Cette vidéo est la suite de la précédente, que j'espère vous n'allez pas manquer de visionner pour avoir la concaténation. Débutons là donc, sans transition. En moins 2400 apparaissent les Amorites. La terre des Amorites est associée avec les terres situées à l'ouest de l'Euphrate, incluant Canaan et la Syrie actuelle. À l'origine, les Amorites parlent une langue ouest-sémitique. Ils ont notamment imposé leur domination aux populations du sud mésopotamien, qui, eux, sont de locution majoritairement akkadienne. Les textes sumériens, akkadiens et assyriens décrivent les Amorites comme un peuple nomade non civilisé, lié en particulier à une région montagneuse située au centre de la Syrie. Sans doute ont-ils commencé à migrer dès moins 4000. Peut-être à cause de l'événement climatique de réchauffement qui désertifie le Sahara et installe l'olivier dans tout le bassin méditerranéen, et ils se répandent en Syrie, puis vers la Mésopotamie. Des rois de Martu sont cités dans les textes d'Ebla en moins 2400 et dans ceux de la période d'Akkad en moins 2300. Durant l'époque de la troisième dynastie d'Ur, Ur III, de moins 2147 à moins 2004, des groupes amorites s'implantent en basse Mésopotamie. Certains semblent causer des troubles dans la région et susciter la construction d'ouvrages défensifs. D'autres s'intègrent dans les structures militaires du nouvel empire sumérien. Même s'il revient aux Élamites de porter le coup de grâce à ce dernier empire sumérien, ce sont finalement les chefs amorites qui en profiteront au début du deuxième millénaire. En effet, plusieurs dynasties amorites s'installeront dans les plus grandes cités du Proche-Orient. Larsa, Isin, Uruk, Babylone, Eshuna, Ekalatom, Alep, Mari, Katna pour les principales. La fin des Amorites dans le nord de la Mésopotamie a lieu avec les défaites et l'expulsion des Amorites d'Assyrie par Puzur-Sin, vice-roi assyrien, en moins 1740, et par le roi Hadasi en moins 1720, reconnu comme le libérateur et le stabilisateur du royaume d'Assyrie. Dans le sud mésopotamien, c'est la première dynastie du pays de la mer, en moins 1730, qui va chasser les Amorites. Cette dynastie obscure semble être constituée à Lagash, au sud-est de la basse Mésopotamie. Les conflits semblent s'inscrire dans un contexte de sécession des régions méridionales et ils s'accompagnent aussi d'une désertion des villes de la région. Apparemment, durant une crise économique, sociale et démographique profonde. En tout cas, les institutions de ces cités cessent de fonctionner. Le clergé de leur grand temple est attesté dans des villes de Babylonie du Nord où il s'est apparemment réfugié pour continuer à exercer leur culte. Le premier roi du pays de la mer prend donc manifestement le contrôle d'une région en recomposition, dans laquelle les grands centres urbains qui dominaient depuis de nombreux siècles ne sont plus occupés, ce qui explique la faiblesse de la documentation écrite de cette période. Les Amorites s'accrochent à Babylone, devenue petite et faible, jusqu'à ce qu'elle soit attaquée par les Hittites en moins 1595, ce qui met fin à leur présence en Mésopotamie, prélude à l'arrivée de nouveaux groupes ethniques, en particulier les Kassites. Peu de temps après l'apparition des Amorites, en moins 2350, apparaissent les Ourites. Ce peuple est d'origine mal connue. Il semble qu'il soit originaire des régions situées au sud du Caucase, c'est-à-dire la Transcaucasie, et qui pourraient être les ancêtres des Urartéens. L'Urartu, ou Urartu, est un royaume qui se constituera bien plus tard, vers moins 900, sur le haut plateau arménien, autour du lac de Van, actuelle Turquie orientale. Notons cependant que la séparation entre l'Urartéen et le Ourite semble se faire dès les environs de moins 2000. Les Ourites apparaissent dans l'histoire dans les sources d'Ebla vers moins 2350, lorsqu'ils migrent vers le sud dans les montagnes situées au nord de la Mésopotamie, au Kurdistan et dans le Zagros, où ils forment de petits royaumes. Ils constituent de farouches adversaires pour les empereurs d'Akkad et, après ces derniers, pour ceux de la troisième dynastie d'Ur. Dans le courant de la première moitié du deuxième millénaire, les Ourites se répandront en Syrie du Nord. On en trouve la trace dans les archives de Mari.
Après la chute des royaumes amorites mésopotamiens, les Ourites deviennent l'ethnie dominante dans cette région. Et ce sont leurs royaumes qui auront la triste tâche d'affronter l'expansionnisme hittite à partir de moins 1600. De puissants royaumes ourites apparaissent alors comme le Kizzuwatna en Cilicie, mais surtout le Mitanni, qui est centré autour du triangle du Kabur en Syrie du Nord. Ce royaume du Mitanni, dirigé à l'origine par une élite de langue indo-européenne, mais peuplé majoritairement de Ourites, étend sa domination sur ses voisins entre moins 1500 et moins 1400 en Syrie et en Assyrie. Cet expansionnisme lui fait affronter successivement les Égyptiens, puis les Hittites et enfin les Assyriens qui, après s'être libérés du joug mitanien, détruisent définitivement le royaume mitanien au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. La dernière dynastie du royaume hittite, celle de Suppiluliuma Ier, est selon toute probabilité elle-même d'origine ourite et contribua fortement à l'affaiblissement du royaume du Mitanni. À côté des Amorites et des Ourites en émergence, l'entité sémite d'Akkad va avoir un avenir grandiose. Akkad, ou Agad, ou encore Agadé, est une ville de nos jours encore légendaire, de basse Mésopotamie. Légendaire car elle n'a toujours pas été retrouvée. Sa localisation est débattue. La position la plus acceptée est celle qui la situe à la confluence du Tigre et de la rivière Adem, donc en aval de l'actuelle Samara, près de Duluya. Une autre localisation possible est plus en aval, à la confluence du Tigre et de la Diyala, donc près de Bagdad. La ville est mentionnée quelques générations avant le règne de Sargon, et elle n'a manifestement pas une histoire ancienne quand il l'a choisie comme capitale. Elle fait partie de l'horizon sémite de Kish. Sargon devait y être un roi vassal de Kish depuis moins 2358. Il se rebelle contre son suzerain. Le déclin de Kish et des destructions locales, corroborées par les sources textuelles de l'époque, pourraient confirmer cette hypothèse. Sargon fait alors d'Akkad une capitale à l'image de sa puissance. Il y bâtit un grand palais royal, ainsi que de nombreux temples, le principal étant voué à Ishtar, la déesse protectrice de la dynastie d'Akkad. On sait également par une inscription de Sargon que des bateaux provenant des pays du golfe Persique, d'Ilmun, Magan, Mélua, qui est en fait l'Inde, venaient jusqu'au quai d'Akkad, ce qui indique que cette cité avait un port fluvial. Malgré la prise et le pillage de la ville par les Guti à la fin de l'Empire akkadien, en moins 2112, Akkad reste un centre provincial important sous l'empire de la troisième dynastie d'Ur, un gouverneur y résidant. Pour info, la ville est ensuite toujours mentionnée au deuxième millénaire, durant lequel elle est incorporée dans le royaume de Babylone. Un des deux rois kassites nommé Kurigalzu y entreprit des travaux. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, elle est pillée par l'armée élamite. Des rois de la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ y effectuent encore des travaux comme Assaradon d'Assyrie et Nabonide de Babylone, qui reconstruit le temple d'Ishtar d'Akkad en y adjoignant 2 ziggourats. Le palais de Sargon a peut-être servi de nécropole pour des rois babyloniens. La cité est encore attestée dans des textes datant des règnes de Darius Ier, de moins 522 à moins 486, et de Séleucos Ier, de moins 323 à moins 280. C'est donc en moins 2340 que Sargon l'Akkadien met un terme aux différentes querelles entre les roitelets mésopotamiens et unifie toute la Mésopotamie, la haute, la sémite, et la basse, la sumérienne. Il relie ainsi la Méditerranée au golfe Persique. La Mésopotamie devient le premier grand empire de l'histoire autant qu'une civilisation riche et brillante, entretenant des rapports commerciaux jusqu'en Inde, d'où il rapporte cornaline pour les bijoux et bois pour fabriquer les charpentes des grands bâtiments et les coques des bateaux. Sargon est le premier qui a le souci de standardiser un système de poids et de mesure afin d'harmoniser les échanges de biens.
Il meurt en moins 2284. Ses descendants poursuivront l'expansion. Naram-Sin, ou Naram-Suen, aimé de Sin, porte l'empire de son grand-père à son apogée. Il règne de moins 2254 à moins 2218. Par la suite, l'empire, trop vaste pour être bien entretenu, se disloque progressivement. Les cités mésopotamiennes, lesquelles ont gardé leur vigueur, en profitent pour constituer le dernier empire sumérien, celui d'Ur III, à partir de moins 2147. Sous l'empire d'Akkad, entre moins 2340 et moins 2154, Uruk reste l'une des principales cités du pays de Sumer. Les rapports entre Mésopotamie et Égypte sont rares, voire inexistants. La zone de chalandise de l'Égypte s'arrête en Syrie. En moins 2217 apparaissent les Guti dans les monts Zagros. Les cours royales mésopotamiennes en ont fait une figure de barbare idéale. Si les Guti restent relativement discrets pendant l'empire d'Akkad, ils se font plus présents dans l'empire sumérien qui le suit. On sait qu'ils mènent un raid sur Akkad en moins 2112, dans un empire akkadien en déliquescence réduit à sa portion congrue autour de sa capitale. Beaucoup viennent fournir des contingents d'employés pour les Mésopotamiens d'Ur III. Avec le temps, ils établissent une forte communauté dans les villes de la Babylonie centrale, Huma, Adab et peut-être jusqu'à Lagash, nécessitant la présence d'un interprète parlant leur langue dans l'administration locale qui les emploie. C'est sans doute à partir de cette base que des chefs Guti vont constituer une entité politique au moment de la désagrégation de l'empire d'Ur III. Ils contribueront au même titre que les Élamites à l'effondrement du dernier empire sumérien en moins 2004. Nous savons que le réchauffement climatique débute avec l'Holocène en moins 9650, ce qui a été une bonne chose pour la multiplication des cultures sauvages des céréales au Moyen-Orient. Nous pensons, peut-être naïvement et de manière romanesque, que l'adoucissement du climat a rendu la nature généreuse et que ceci a été fêté un peu partout dans le monde syro-anatolo-levantin, notamment à Göbekli Tepe. Rendez-vous à la vidéo 02, une épopée humaine le Mésolithique, pour des détails sur les périodes climatiques. Cependant, l'événement climatique de moins 2200 est l'un des plus sévères épisodes de sécheresse de l'Holocène. Commençant vers moins 2200, il se prolonge pendant un siècle, probablement jusqu'en moins 2100. Il est supposé avoir causé l'effondrement de l'ancien empire égyptien en moins 2150, de l'empire akkadien, du dernier empire sumérien en moins 2004 et de la culture de Liangzhou en Chine en moins 2100. La désertification de certaines régions et les mouvements de population auraient surtout affecté les Amorites. Cette sécheresse est aussi suspectée d'avoir joué un rôle dans la fin de la civilisation de la vallée de l'Indus et le déplacement de sa population vers le sud-est, ainsi que dans la migration de locuteurs de l'indo-européen des steppes d'Asie centrale vers l'Inde. Dès moins 2147, les cités sumériennes d'Uruk et d'Ur affichent leur volonté d'émancipation vis-à-vis du roi des rois d'Akkad. Mais ce n'est qu'en moins 2112 qu'a lieu la résurrection de l'empire sumérien qui avait été mis à bas par Sargon en moins 2340. Il faut avouer que les derniers empereurs d'Akkad n'en avaient plus que le nom et que leur empire se résumait au territoire entourant leur cité d'origine. La ville d'Akkad subit même un pillage de la part des Guti en moins 2112, ce qui montre à quel point les Sumériens au sud avaient les coudées franches vis-à-vis de l'impérium. Il semble en effet que l'affaiblissement progressif de l'empire akkadien ait laissé la place à de nouvelles ambitions, dont celle des rois Guti, nous venons de le dire, mais aussi à des personnages originaires des différentes régions de l'empire ou de son voisinage, qui prennent alors leur indépendance, comme cela est attesté à Suse avec Pusur Ishurshilaq, qui a mené des incursions vers Akkad, en Haute-Mésopotamie avec Tish Atal, à Urkesh,
Tel Mosan, ou dans le pays de Sumer à Lagash avec la dynastie de Gudéa, ou encore à Uruk avec le royaume d'Utu-Égal, qui est à l'origine de celui de la dynastie d'Ur III, fondé par son frère fratricide Ur-Nammu après un coup d'État. Dans l'histoire mésopotamienne, cette nouvelle expérience impériale se situe dans la continuité des rois d'Akkad qui l'a précédé 2 siècles environ. La troisième dynastie d'Ur est toutefois d'origine sumérienne et non akkadienne, contrairement à celle du Premier Empire. Ces rois, administrateurs et lettrés ayant essentiellement fait usage du sumérien, cette période est parfois appelée période néo-sumérienne, à laquelle on inclut également la dynastie de Gudéa de Lagash qui s'achève avec le début de la domination d'Ur III. La troisième dynastie d'Ur est fondée par Ur-Nammu, qui règne de -2112 à -2095. Il parvient à réunifier la Mésopotamie méridionale quelques décennies et prend le nom de roi de Sumer et d'Akkad. Son fils Shulgi, qui règne de -2094 à -2047, consolide l'empire de son père. Il étend son pouvoir en direction du sud-ouest iranien en incorporant dans l'empire la Susiane et une partie du Zagros occidental. Mais à sa suite, ses 2 fils Amar-Sin et Shu-Sin, qui régneront chacun 9 années, entre -2047 et -2029, doivent régulièrement réaffirmer leur domination face aux velléités des rois élamites du plateau iranien, Anshan, Bashim, Zabshali ou encore Marashi, qui deviennent inconstants dans les tribus aversées. Des alliances matrimoniales tentent de résoudre les conflits. Le danger vient également du nord-ouest. Bien plus menaçante, des incursions des groupes amorites obligent Shu-Sin à renforcer le mur défensif construit par son frère aîné. Ibbi-Sin, le fils de Shu-Sin, et qui règne de -2028 à -2004, voit la chute d'Ur. Les archives des grands centres administratifs des régions centrales se tarissent dès le début de son règne. Plusieurs campagnes sont menées contre les entités politiques situées aux marges orientales du royaume, Anshan, Suse, qui ont pris leur autonomie. Par la suite, autour de -2018, les provinces proches du centre se rendent à leur tour indépendantes. Ceci est bien connu pour Eshuna et surtout Izin, sous la direction d'Ishbi-Héra, gouverneur renégat d'origine amorite. Les incursions des tribus amorites, d'Izin et de Larsa, sont de plus en plus violentes, tandis qu'une situation de disette éclate par assèchement des récoltes. Tout au nord mésopotamien, les Amorites de Yamka, Alep, prennent le contrôle de la Syrie. En -2004, la Babylonie s'émancipe enfin du joug sumérien et ouvre sa période amorite. Mais Babylone n'est alors qu'une ville de rang secondaire à l'écart des principales cités et sans passé remarquable. Elle devra attendre une dynastie amorite remarquable qui imposera en -1880, avec la montée sur le trône de Sumu-la-Hel jusqu'en -1845, qui réussira à se tailler un royaume dominant plusieurs villes voisines importantes. Borsippa, Kish, Kuta, Dilbat, Marad, Sippar. Ses successeurs consolideront le royaume et se poseront alors en rivaux de plus en plus sérieux face à Larsa. L'Amorite Hammurabi, qui règne de -1792 à -1750, portera la Babylonie à son apogée. En -2004, elle profite du fait qu'une coalition dirigée par un roi élamite, Kindatu, de la dynastie de Shimashki, porte à Ur III le coup de grâce. Les rois de la dynastie élamite Shimashki entretiendront des relations plutôt pacifiques avec les rois amorites, qui ont établi plusieurs royaumes en basse Mésopotamie, Izin, Larsa et Eshumna notamment, tentant sans succès de poursuivre la tradition des rois d'Ur. Avant que l'un d'eux, Gugunum de Larsa, qui règne sur Larsa puis sur Ur, Uruk et Kissura, entre -1932 et -1906, n'inflige une défaite cinglante à ses troupes élamites. Gugunum
est le principal artisan de l'émergence du royaume amorite de la Mésopotamie post-sumérienne au rang de puissance de premier plan, face à la cité hégémonique jusqu'alors Isin, dirigée par Lipide Ishtar. Gugunum commence par prendre la grande ville d'Ur, où la grande prêtresse du dieu local Sin, En-Anna-Tuma, qui est la propre sœur de Lipide Ishtar, fait allégeance. Il s'empare ensuite de deux autres villes importantes, Uruk et Kisura. Il dispose dès lors de riches territoires agricoles, et également des ports impliqués dans le fructueux commerce avec le golfe Persique. Gugunum remporte également plusieurs victoires contre des royaumes élamites situés dans le sud-ouest iranien, Bashim, Anshan, et il semble avoir dominé quelque temps la ville de Suse. Son successeur, Abissaré, poursuit sur ses traces en remportant à son tour une importante victoire contre Isin. Pour info, situons en moins 2100 la présence en Chine de la mythique dynastie Xia, dont la réalité n'est pas prouvée. Cette dynastie légendaire personnifie la première forme d'empire chinois, sans doute à partir de la culture de Liangsu. La dynastie Xia va courir jusqu'en moins 1600. La fin de la période. Le troisième millénaire prend donc fin avec le dernier empire sumérien, celui de Ur III, en moins 2004. Le deuxième millénaire qui s'ouvre, ensuite, est plus complexe et bouillonnant, avec la constitution des empires modernes. Nous consacrerons une playlist entière dédiée sur ce millénaire qui correspond à l'âge du bronze final. Citons simplement ici les événements qui marquent le tournant vers ce second millénaire. Chute de la civilisation de l'Indus, concomitante avec l'arrivée des Indo-Européens d'Asie centrale. On assiste localement aux premières domestications de l'éléphant. Installation des Assyriens au nord de la Mésopotamie, autour des villes d'Assur et de Ninive. Début de la période paléo-assyrienne entre moins 2000 et moins 1800. Nous y reviendrons plus en détail dans le futur. Fin de la première période intermédiaire égyptienne en moins 2033. Cette période avait débuté en moins 2150, nous l'avons dit plus haut. Fin de la culture Kouro-Arax en Transcaucasie, remplacée par des cultures indo-européennes, en particulier les Gutis et les Ourites. L'or commence à être utilisé comme monnaie d'échange entre Assyriens et Hittites. Installation des Achéens en Grèce, voir la vidéo 0817, la fantastique histoire Usatovo, pour une introduction au sujet. Installation des Hittites en Anatolie, qui s'installent aux dépens des Hattis, peuple qui reste très mal connu. Ils préexistent aux Hittites depuis au moins le Chalcolithique, moins 4800. Installés autour de leur capitale Hattusha, les Hattis tombent vers moins 1900 sous les coups du roi Anita de Kusara, qui bat son rival Uzziya et détruit Hattusha. La langue des Hattis, que l'on nomme aujourd'hui hittite, est différente du louvite, indo-européenne. C'est une langue agglutinante et ne se rattache à aucune famille linguistique connue. C'est donc un isolat. Elle a été parlée en Anatolie jusqu'en moins 1900. Elle restera utilisée en tant que langue liturgique par les Hittites jusqu'à la chute de leur empire vers moins 1200. Les Hittites écrivèrent le hatti au moyen d'une écriture cunéiforme en faisant précéder les passages dans cette langue du mot attili. Le hatti fut ainsi un important substrat du hittite. Les Hittites s'installent durablement en moins 1900 et fondent un puissant royaume. Comme ils continuent à appeler le pays Hatti, on leur donnera le nom de Hittites. Les Hittites emprunteront aux Hattis une partie de leur culture et de leur divinité. Dès moins 2000, des marchands assyriens de la cité d'Assur témoignent de la présence d'Hittites en Anatolie, avec lesquels ils commercent et qui leur livrent du minerai de cuivre. Ces marchands assyriens avaient un comptoir à Kanesh, ville identifiée comme majorité hittite. Les textes assyriens ainsi qu'une poignée de documents provenant du palais de Kanesh indiquent quelles sont les principales principautés anatoliennes de cette période. Kanesh, au nord du Hatti, autour de Hattusa, alors appelé Hattus, Zalpa, près de la mer Noire, au sud Bur-Ushatum, Pureshanda dans les textes hittites des périodes suivantes, peut-être sur le site d'Assemoyuk, Wasuzana et Mama. Enfin, nous l'avons vu, à partir de moins 2000,
se développent les Amorites, les peuples sémites, en Syrie. Merci à vous, pèlerins du web, et à bientôt.